commençons. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va react le Tao Kahn sur le déterminisme géographique. En fait, quand je parle plus de, en gros, parce que j'ai vu la vidéo de mon côté moi-même, et il parle de, en gros, oui, tel pays le meilleur parce qu'il a la meilleure géographie, nanana, voilà. Il y a un, il y a un peu des considérations politiques sur le racisme, tout ça, l'antisémitisme, voilà. Donc on va réacter à ça, il est 18h23. Désolé de tard, je sais que d'habitude je lance beaucoup plus tôt, 18h15 plus. Mais voilà, j'avais des choses à faire, donc voilà. Et je suis 15 minutes de retard, ça changera. Pas, ce sera pas habituel, hein, je vous rassure. Je vous rassure que ce sera pas habituel. Et comme il n'y a personne, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave s'il n'y a personne, on va quand même réagir. Peut-être que pendant le réact, il y aura des gens qui vont arriver. Donc voilà, on va commencer le réact maintenant. Je configure tout. Attendez, je cherche la vidéo parce que. Faut bien que je fasse. Dommage, il y a la vidéo de. Je sais pas si vous avez vu, mais la vidéo de Feld sur FNAF. 4 heures. Qui doit sortir demain, à 17h. Et j'aurais voulu la regarder, mais demain je serai pas en live, donc ça rend le tout très dommage. Mais du coup, on va regarder ça à la place. C'est tout aussi bien. Je vous rassure. Et c'est tout aussi bien. Donc voilà. Alors, une instant géographie. Attendez. Je crois que j'ai coupé le son de l'audio. Attendez. Qu'on spoil pas, qu'il faut spoil pas le truc. Parce que, du coup, j'ai fait. Ça va être bon. Attendez. Bon, je sais pas grave, je vais pas forcément. Du coup, vous allez voir l'envers du décor et c'est pas trop grave. Et hop, je sais pas ce que je voulais faire. Normalement, vous voyez ça. Est-ce que on est bon? Attendez. Mais j'ai pas
relancer le lien du bureau. Hop, voilà. Comme ça, normalement, vous avez les bons trucs. Attendez, je vérifie sur mon retour pour si tout va bien, si vous voyez bien la bonne image. Attendez, j'essaie de stream. C'est bon, vous voyez bien la même image que moi. Je vais mettre mon retour ici. Sur le micro, voilà, comme ça. Et on est parti pour le React. Je vais baisser le son, je vais enlever le son de mon truc. Hop, voilà. Le racisme est provoqué par la montagne et la météo. Les gens qui habitent sur du calcaire votent à gauche et ceux qui habitent sur du granit votent à droite. Les continents, c'est une théorie du complot qu'on apprend à l'école. Plus on a de ressources naturelles, plus on est pauvre. Et si vous habitez en Lozère, désolé de vous l'apprendre, mais vous êtes biologiquement un esclave stupide et paresseux. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai juste interrogé un certain nombre d'intellectuels que vous allez rencontrer parce que, voyez-vous, dans le lore géographie sur YouTube, on aime bien faire des vidéos qui expliquent en quoi telle géographie produit tel destin. Alors je pense qu'il y a de bonnes et de mauvaises géographies, mais vous savez, je suis un gars de terrain moi, hein, donc j'ai voulu aller vérifier sur place si on nous avait pas menti depuis le début, parce qu'il y a quelques problèmes à présenter les choses comme ça. Même si instinctivement, la géographie, ça paraît déterminer beaucoup de choses. Il y a des pays, quand on les voit, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris perpète. C'est la première chose que je me suis dit en explorant la zone. C'est pas une géographie, c'est un cercueil. C'est une malédiction divine à ce niveau-là. J'y ferai pas tomber un savonnette, quoi. Non, on peut rien en faire. Désert, crevasse, vallée de tribus. Impossible de stabiliser pays. Mais oui, il est condamné à la guerre permanente, le gars. J'aurais bien voulu réussir à faire une prison aussi efficace, hein. C'est pour ça que je suis jaloux. C'est simple, la civilisation ne peut pas s'y développer. C'est le pays le plus pauvre de tout l'Eurasie, et en y regardant, bon... Non mais, s'il y avait que les tremblements de terre et l'absence de pluie, que la localisation très douteuse, que le désert et les montagnes labyrinthiques, les vallées creusées par le sang et les larmes, bon, ce serait déjà pas mal. Mais le combo... Vous diriez que vous êtes prisonnier de votre géographie, vous? Oh, je sais pas, je sais plus, j'en ai juste marre. Bon, bah, vous êtes sur la chaîne de Taokan, c'est moi. Merci aux donateurs qui financent la chaîne sur YouTube, C'est vrai que Twitch et l'Afghanistan, Utip qui a fermé. En remplacement, vous pouvez soutenir la chaîne sur Kiss Kiss Bang Bang. Aujourd'hui, un pays est-il prisonnier de sa géographie? Bon, supposons que vous soyez un alien qui l'Afghanistan, débarque sur Terre voilà. dans l'objectif de s'y implanter très pacifiquement et d'y fonder Très l'écologie pacifiquement, dans le il a dit. respect Très des droits pacifiquement. de l'alien, bien sûr. Alors depuis l'espace, il y a bien des critères objectifs que vous allez devoir prendre en compte. Alors quel est le terrain le plus opti de tous? Où aller? En Pologne. Pourquoi ne pas plutôt aller en Éthiopie? Ici les montagnes vous protégeront, vous êtes un sanctuaire de verdure arrosé par les pluies, plein de rivières, direction tout autour, idéal pour le commerce, c'est protégé en plus. Comme on dit, l'Éthiopie, c'est Gucci. On dit pas ça? C'est vrai, on peut contrôler le débit du Nil, cultiver des trucs. Genre quoi? Non, je dis ça parce que le gameplay polonais est effectivement moyen sécurisé. Ouais. Donc, spontanément, on se dit que les montagnes, ça permet une protection, genre. Mais après le relief, faut aussi penser aux ressources naturelles. À l'eau, surtout, c'est la base, donc Eh oui. vérifier ses disponibilités. Ouais, avec des gros fleuves navigables, c'est bon ça. Des terres bien fertiles, des bonnes ressources là. Allez, Horny Jail, c'est quoi ça? C'est sûr qu'une bonne géographie avec voilà, des ressources naturelles, ça peut aider à la prospérité. Ici, comme ici ou là, vous avez des façades maritimes avantageuses, c'est tout bénef. Faut aussi sélectionner les voisins pour pas avoir d'emmerde. Si vous êtes un rond-point, vous allez vous faire rouler dessus. C'est vrai. Et ça sera mérité. Hein? Coup Petite bavure, on upload pas la vidéo sur Twitter, hein, s'il vous plaît. Mais effectivement, la question des types d'à côté. En l'occurrence, une brochette Flanders Cartman Mysterio, ça fait un peu cocktail Molotov. Donc pour éviter les voisinages malheureux, pourquoi ne pas s'installer genre dans une montagne ou un archipel pour éviter de se faire envahir? Après, aucune interaction avec le reste du monde, ça veut aussi dire aucun transfert de connaissances et de technologie, donc développement limité. Pensez aussi aux éventuelles catastrophes naturelles, hein. Tsunami, sécheresse, tremblement de terre, dit dingo, j'en sais rien moi. Bref, avec le relief, le climat, la position, les fleuves, les sols, les ressources et le littoral, si on coche toutes les cases normalement, tout devrait être parfait. À moins que... Des articles, des livres, des vidéos qui traitent des qualités et défauts géographiques de tous les pays du monde, il y en a plein. La France, l'Angleterre, les États-Unis aura une géographie parfaite, d'où leur succès
succès historique. Alors que l'Afrique, son soleil, qui tape v'là fort quand même, ça doit être pour ça, les guerres, famines, Oui, ça doit qu'est-ce être qu'ils ça. font d'autre en Afrique. Bon bref, considérer d'abord la Les géographie dictatures. pour comprendre le monde, ça nous ramène à l'hypothèse de Et je base vous dont on rappelle va que discuter le aujourd'hui, l'ancêtre qui est du celle continent du africain, déterminisme géographique. quasiment En l'intégralité gros, du le continent destin des africain nations est déterminé par rempli la de dictatures. cuisine, non, par la géographie. C'est d'ailleurs écrit ici pour l'anecdote. On va principalement se concentrer sur les pays. Alors, Dictature, l'idée est vieille, on la dont des retrouve gens en Grèce militaires. antique. Du CD, l'historien expliquait que c'était les contrées favorisées par le sol et la position qui arrivaient à l'état de cité. Strabon disait que celui qui gouverne doit connaître la géographie. Mais alors, qu'est-ce Je que ça parle vaut grec, comme hein. théorie? Je Dans lis quelle le- mesure la géographie d'un pays prédit sa gloire ou sa ruine? A priori, au moins un peu. La civilisation, ça n'est quasi toujours au bord d'un fleuve qui apporte l'eau, l'agriculture, le commerce. Les fleuves navigables, c'est des atouts, alors que quand on est dans un désert chaud comme froid, on n'a pas tellement de société urbaine complexe. La tranche de ta société est relative à la géographie dans laquelle elle se trouve. Genre les parigots, à l'image de leur ancien Pas marais tort. puant. Non. En se basant sur certaines recherches et un peu de mauvaise foi, on pourrait même expliquer toute l'histoire du genre humain par les variations du relief, du climat et des ressources, en mettant les Par contre, périodes je de lag un peu, prospérité je vais en peut-être lien faire un avec stop. les bonnes conditions du milieu et les périodes de décadence avec les crises climatiques. C'est le changement climatique, hein. La colère du GIEC va s'abattre sur la France. Alors l'aridification des sols mésopotamiens aurait compromis le prime de la région, l'optimum climatique, la détérioration du climat tempéré aurait conduit à la chute de l'Empire romain, et si quand les Espagnols arrivent en Amérique, les Mayas sont finito, c'est à cause des sécheresses répétées dans la zone. L'Égypte, c'était une masterclass dans le temps, mais là, boum, sécheresse, le Nil change de débit, et alors décadence économique, Oui. donc politique. Ouais. Puis à l'inverse, les grandes puissances du monde, ça vient des régions tempérées, plus ou moins. Bon, il y a bien sûr d'autres facteurs d'explication, mais il faut bien cocher la case de la géographie. On va pas créer d'empire agricole au Sahara. Une société au moins un peu Ouais, façonnée effectivement, par son pas lieu de sûr résidence. de Mais cette jusqu'à info. quel point? Le Japon, l'archipel isolé, montagneux, sans ressources, avec des gros séismes, tsunamis dans sa gueule tous les 4 matins, il a 0 en géo. Pourtant, c'est la 3ème puissance économique mondiale. Les Japonais, ils bouffent bien, pourtant, c'est pas des terres cultivables qui abondent au pays. Alors que l'Éthiopie et sa belle géographie presque parfaite a pu connaître quelques petits soucis divers et variés. Bon, parfois rien. Singapour, Taïwan, l'Irlande, c'est des riches. Leur géographie, un caillou, l'île de Ré et un champ de patates. Alors que regardez-moi ces courbes péruviennes, ce delta égyptien, cette belle vallée pakistanaise, le background est scintillant. Alors ça donne quoi aujourd'hui? Ah oui, ça fait peut-être partie des 197 exceptions qui confirment la règle. Ouais, même des pays avec des géographies similaires, la Suisse et le Liban, de coffrets montagneux multiethniques entourés de voisins parfois agités. Ça produit un paradis bancaire ici, et là, un parallèle pas si évident que ça. Et c'est pas parce que la Suisse a des ressources naturelles de dingo, hein. Elle a même un peu rien du tout. Bah si, j'ai de l'or. C'est pas vrai, mais il vient d'où? Attention. Alors que des ressources naturelles, il y en a plein en Afrique et ça va peut-être Merde. Eh ben, peut-être parce que c'est pas tout d'avoir des ressources, faut les exploiter à son C'est propre fait. bénéfice et puis réinvestir l'argent gagné. Le Venezuela a les plus grosses réserves de pétrole, mais c'est pas le premier producteur. Ça dépend aussi de la politique mise en œuvre. Et le Mali peut bien avoir toutes les tonnes d'or qu'il veut. S'il minerait file à l'étranger, eh ben il gardera son stuff grand, là. en cuir. Mais quand on n'a pas de pétrole, on est riche. On connaît Bon, pas tous Minecraft. déjà. Et puis sur les ressources naturelles, regardez ce schéma. C'est la croissance du PIB rapportée au pourcentage de ressources naturelles dans les exportations. Et après, est-ce qu'une relation inverse en mode plus tu vends tes ressources naturelles, moins tu t'enrichis. Puis avoir des ressources naturelles, des fois, ça pose aussi des problèmes. Bon, c'est plus complexe que ça, mais quand bien même, être riche en ressources naturelles suffit pas à être riche. Les pétromonarchies du Golfe font en la matière plutôt figure d'exception. Puis le Japon a une histoire de pays isolé. Mais la faute à qui? La géographie ou la sienne? Genre c'est lui qui voulait pas sortir de chez lui, hein? Omaewa mot du genou un peu. Nani? Je suis japonais, je suis fils de maman. De merde. On ne retirera pas de l'idée que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a bien réussi à la dépasser, sa géographie. Comme quoi, quand on veut, n'est-ce pas, l'isolement, le non-isolement, est-ce que ce serait pas tant une contrainte géographique que plutôt un choix politique? En vrai, le Bhoutan dans les montagnes de l'Himalaya, il est isolé géographiquement très bien, mais il fait surtout rentrer personne dans son pays. Donc géographie, pas politique, c'est qui décide? Et comment lier les deux? Tout État fait la politique de sa géographie. C'est ce que disait ce fameux roi d'Italie là, Napoléon. C'est peut-être ça le truc. Ce qui fait le lien, pas de déterminisme fatal, mais des choix Roi d'Italie politiques et un orientés bon Mario. par la géographie. Par la politique, on pourrait ainsi transformer un caillou hostile en palace et une citadelle imprenable en abattoir.
Tout l'État fait la politique de sa géographie, alors quand Nap est en train de projeter la France sur l'ensemble de la péninsule européenne, conduisant une politique continentale, il pense entre autres à un pays un peu spécial, qu'on suppose mener avec beaucoup de lucidité la politique de sa géographie. L'Angleterre. Pondue sur une île assez généreuse en tout ce qu'il faut, les Anglais sont séparés du continent par la mer. Elle est partout la mer, partout autour, à gauche, à droite, en haut, en bas. Après l'unification des îles, elle est l'obstacle, la protectrice et l'interface. Elle est le mur et le pont, l'aubaine et la malédiction. Alors pour rentrer en contact avec les autres comme pour se fournir en matière première, faut la dompter. Ouais, elle aime ça. Alors, on va en effet mener une politique maritime, my dear. Don't you know the marine anglaise? Ah, ok. Non, parce que, excusez, en fait, je suis pas anglais, je suis doubleur, moi je viens de Vierzon de base, donc... Le Navy, donc, yes, the Royal Navy. La stratégie est very simple, s'assurer le contrôle des océans. Exprimer ainsi pleinement l'âme de la Grande-Bretagne par la conquête des eaux et la domination du commerce maritime pour garantir les exportations face au bloc continental de Europe. Ah oui, le Blue Bloc. In English, ça donne Britannia rule the wave. Ok. La géographie, l'identité, la mentalité, tout est lié depuis le début. Alors à partir des contraintes et des ressources de sa géographie, on serait mené à des politiques différentes. Alors certains y arrivent pas trop et y gâchent leur potentiel, mais d'autres se débrouillent pour bien manœuvrer. En fait c'est qu'une question de politique. Ça nous ramène à la géopolitique, quoi. Le géo fait le politique. Il n'y a pas de fatalité dans la géographie, seulement le deuxième doit s'adapter au premier quand il en est pas directement issu. Bullshit. 2. 3. Mais Juin. quoi? Feur. Non, attendez, stop là. Pourquoi t'interviens soudainement là? T'es pas d'accord? La politique de sa géographie. Pour, contre, oui, non? Non, je suis pas d'accord. Moi j'ai essayé la politique de sa géographie. J'ai tenté, hein. Et alors? Et alors, ça a pas du tout marché, voilà. Vas-y, raconte. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai un petit voisin. Petite voisine, la Gambie. Pénètre. Qui suit le fleuve Gambie. Ouais, on rentre dedans là, ça rentre dans là. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Bon, géographiquement, on fait partie du même ensemble. On est deux pays différents, mais au sein de cette même unité géographique de la Sénégambie. Ouais, unité géographique qui n'est pas unité politique du coup. Oui, voilà, la Gambie c'était un protectorat anglais, alors que nous, on était une colonie française. Ce qui fait que, on est devenus deux pays différents, avec des langues et une culture un peu différentes, deux administrations distinctes. Ce qui est un peu une aberration géographique, parce que concrètement, vu du ciel, il n'y a aucune frontière naturelle, et a priori, zéro raison de tracer de frontière au milieu, tout autour du fleuve, là, comme ça. C'est pas vrai, tu veux me dire que les frontières coloniales n'ont pas été tracées en prenant en compte la réalité des situations locales? Ah non, j'oserais pas dire ça, voyons. Mais cette aberration géographico-politique, cette situation géographico-politique, ça nous a quand même posé des petits problèmes. Nous, le Sénégal, on se retrouvait séparés en deux, avec la majorité de la population et la capitale au nord, et la région du sud qui se retrouvait un peu isolée, étant donné que, entre les deux, il y a un tout pays indépendant qu'on peut pas traverser comme ça, quoi. Donc politiquement, économiquement, le sud se retrouvait un peu marginalisé. Ça paraît assez compréhensible. Donc on avait un cas où la politique venait poser un obstacle qui géographiquement ne devrait pas exister, et où donc il y a une pression pour essayer d'adapter la politique à la géographie. C'est effectivement ce qu'on va tenter de faire en signant un pacte de confédération, en envisageant une fusion pour ne former plus qu'un seul pays, la Sénégambie, qui serait cohérent géographiquement. Enfin, Ça a pas l'air d'avoir très bien marché, ça existe plus aujourd'hui ici? ça n'existe plus, ouais. Parce que si effectivement, il y a une détermination géographique, il n'y a pas que ça. Quand il a fallu coordonner les forces militaires de sécurité, ça coinçait. Il y avait plus de Sénégalais que de Gambiens et des tensions à la clé, parce qu'un tel était pas content que des troupes qu'il considérait comme étrangères dominent, et aussi parce qu'on se sentait pas de faire les efforts pour un pays qu'on considérait pas comme le nôtre. Quand il y a eu des tensions avec la Mauritanie, on a redéplacé nos soldats sénégalais de la Gambie au Sénégal, plutôt que de les payer à faire la sécu en Gambie. Ah, je vois. Et puis économiquement, on était vraiment pas pareil. La Gambie, c'était une économie d'exportation. C'était un pays qui vendait ses marchandises, son arachide à l'étranger, qui était plus sur du libre-échange avec des frais de douane pas trop élevés et de monnaie faible pour des produits bon marché. Alors que nous, notre politique monétaire, c'était de la monnaie forte et beaucoup moins de libre-échange. On avait une économie centralisée. Je sais pas, il y a eu que des problèmes en fin de C'est compte. sûr que Ouais, en fait, la géographie, c'était pas le c'est la facteur le Seconde plus Guerre important en l'occurrence. Mais carrément pas. À côté de ça, t'as l'économie, la culture, les rapports de force politique, les individualités des deux présidents aussi, qui étaient en désaccord. Et puis les réseaux de fidélité dans l'armée, les relations internationales. On pensait mener une politique de cohérence géographique, on a fini surtout par créer des incohérences économiques et politiques. En fait, partir de la géographie, c'était une mauvaise idée. Enfin bref, faire la politique de sa géographie, c'est pas du tout
tout une obligation, c'est juste un choix parmi tant d'autres. Et si tu me demandes, je pense pas que ce soit le plus judicieux. La géographie, c'est pas le plus important, hein. Et c'est quoi le plus important alors? De quoi, dans la vie ou... Ouais, dans la vie, comme pour là, en général quoi. Bon, moi je pense que c'est avant tout les rencontres, dans l'amour, l'amitié. L'abonnement à la chaîne. Hein? Non, rien, faut que je cale au milieu des vidéos, j'ai lu ça dans une newsletter. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, liker, mettre un commentaire et partager la vidéo. Ok, ça m'a l'air assez convaincant. Moi je trouve pas ça très convaincant. Oh non, plus. Ah non, mais je vous écoute dire la géographie nani, la géographie nana depuis tout à l'heure. Et la vérité, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je vais te mettre sur celle des égouts, tu vas pas toucher les bords? Non, il faut que vous compreniez que vous vous montez la tête. La géographie, ça n'existe pas. Ah ouais, moi par exemple, je suis un pays tricontinental. C'est pas Je suis vrai. américain, je suis océanien, je suis antarctique. Merci. J'ai triple identité en fait, tu vois. Ok, Les Obito. pieds sur les continents, les bras dans Quel l'océan, mais mytho. dans ma cabette, je pense à l'Antarctique. Oui, alors, ça c'est ce que tu dis pour appuyer tes revendications territoriales, effectivement, Alors, mais c'est je ne me vraiment sens toi réel la sur réalité, l'île, mais, instrumentaliser ta ouais. géographie. Tu te fantasmes une identité, Mais Miguel. je fais comme tout le monde, l'amigo, les autres sont pas différents. Tous les pays instrumentalisent leur géographie à des fins identitaires ou à des fins politiques. Y a pas d'absolu géographique, y a pas de géographie en soi. La géographie, c'est une discipline, c'est un ensemble de discours, c'est une pratique, c'est une construction Oh. sociale. Oh, le wokiste. Toi, t'es une construction de script et de montage. Anyway, c'est pas les pays qui sont prisonniers de leur géographie, c'est eux qui produisent leur géographie par des discours. Mais donc les pays sont libres, ça a aucune influence la géographie. Alors, non, mais c'est les pays qui instrumentalisent leur géographie et ils réécrivent l'histoire pour faire genre que c'est la faute de la géographie, alors qu'à chaque fois il y a des causes humaines, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais alors qui a raison dans cette affaire? Est-ce que la géographie d'un pays n'est qu'une projection idéologique, qui n'est pas absolue mais construite? Ou est-ce qu'on a sa géographie dans le sang? Donc c'est bien que ça dicte notre destin, ça forge notre identité? Ou alors est-ce qu'on est aujourd'hui tellement émancipé qu'on a des sociétés tellement complexes que la géographie c'est devenu une détermination secondaire parmi tant d'autres? Une construction sociale, la géographie, non mais ça existe vraiment, les montagnes, les rivières, hein. C'est pas que des concepts. Bon, après, je veux bien admettre que tout expliqué par la géographie, c'est un peu vouloir passer sous silence ce qui relève de l'histoire, de la société, des individus. Genre l'anglais, il force un peu sur son identité maritime. Au Moyen-Âge et avant, il n'était pas du tout porté sur la mer, donc on pourrait dire qu'il y a différents usages qui peuvent être faits d'une même géographie, que ça change avec l'histoire. Parce que cette dimension maritime de la nation anglaise, elle n'est pas naturelle du fait de leur position sur la Terre, elle est historique. C'est l'Empire britannique qui a amené cette identité. C'est ce qu'on voit avec les représentations de la déesse Britannia. Au début, elle avait rien, et puis ils vont lui rajouter un trident. En mode, ça c'est une vraie guerrière de la mer, ça. C'est ces récits des grands héros des mers qu'on va mettre au goût du jour. Francis Drake, le corsaire, James Cook, l'explorateur. C'est les tableaux de William Turner avec ses pêcheurs, ses naufrages, ses batailles navales épiques et légendaires, fondatrices dans l'histoire de l'identité anglaise. Gravelines, Trafalgar. Oui, bon, allez, bon, cette identité géographique est construite et elle accompagne historiquement l'affirmation de l'Empire britannique par-delà les océans. C'est Mais Macron, une réalité géographique sur laquelle elle se greffe cette identité. Pas qu'une construction sociale, gna gna gna. La mer, ça existe vraiment. Oui, ça existe, mais bon, pour parler de la mer, tu dois la nommer, tu dois lui donner une signification, une connotation. Et tout ça, ça va pas de soi, c'est pas neutre. C'est construit socialement, historiquement, politiquement. Je ne dis pas que la réalité n'existe pas en dehors de la société. Je dis que cette réalité géographique est produite par la société, par le langage ou l'histoire. En prenant la géographie au sens de la discipline et pas de son objet. Parce qu'à partir de là, oui, la géographie a une date de naissance, on n'a pas toujours pratiqué la géographie, et on la pratique différemment selon les époques ou les cultures. Les premiers géographes faisaient pas de cartes, en Océanie, les cartes n'étaient pas faites sur papier mais avec des bâtons, des coquillages. L'orientation nord-sud c'est arbitraire, les projections qui déforment les superficies et les angles c'est arbitraire, et tous les codes de la géographie sont en fait des codes sociaux et historiques. Et ça va plus loin en fait, parce que les concepts géographiques, ils sont aussi construits, ils ont une histoire. L'Europe par exemple, ça a désigné les côtes grecques, puis Europa est réutilisé sous Charlemagne pour parler de l'Empire carolingien. Le mot il a pris sa dimension géographique de continent que bien plus tard. Et au-delà de l'histoire du mot, la question des limites géographiques de l'Europe, elle est pas si évidente. Ces frontières-là, elles sont pas plus objectives que ça en fait. Au 8e siècle, la péninsule ibérique elle appartenait au califat islamique, et les Européens ça désignait ceux qui étaient de l'autre côté des Pyrénées. Péninsule ibérique,
là, elle faisait pas partie de cette Europe. Alors pourquoi le continent européen s'arrête aujourd'hui au détroit de Gibraltar ici, et pas aux Pyrénées? Parce qu'un continent ça s'arrête objectivement à la mer, ou parce qu'on a considéré que bon là finalement, après la Reconquista, les chrétiens qui s'y mettent, c'est de la famille, on allait considérer le bled comme faisant partie de l'Europe. Les Pyrénées c'est pas forcément plus facile à traverser que le détroit de Gibraltar, hein, c'est un vrai obstacle. La frontière continentale l'aurait pu être là. Pourquoi pas les considérer comme une frontière naturelle de l'Europe? Et puis pourquoi faire s'arrêter l'Europe au détroit du Bosphore? Pourquoi pas inclure la Turquie dans l'Europe géographique? Les détroits ils se traversent en un pas, on aurait pu dire que l'Europe s'arrête à ces montagnes, comme on a fini par dire que l'Europe s'arrêtait à celle-là, quand les géographes du tsar Pierre le Grand ont commencé à dire à tout le monde que le continent s'arrêtait à l'Oural. Parce qu'ils voulaient s'inclure dedans, c'était un prétexte la géographie. Mais bien sûr, on cherche des critères pseudo-objectifs fixés dans la roche, la mer ou le littoral pour naturaliser ce qui est en fait social et historique. Du temps de l'Empire romain, ça n'existait pas l'Europe. C'était un monde méditerranéen. Et ça veut bien dire qu'il n'y a pas de fatalité dans le relief ou le tracé des terres. Le discours géographique en fait, c'est de l'idéologie. C'est pour masquer des causes humaines. L'Europe c'est juste un mythe créé pour solidariser des peuples qu'on a voulu foutre ensemble, en excluant d'autres. Mais comme tous les concepts pseudo-géographiques, c'est des notions qui n'auraient aucune pertinence si l'humanité n'existait pas. Rien est inscrit dans la géographie, l'important c'est ce qu'on en fait. Waouh, ça fait réfléchir sur la société ce que tu dis là quand même. Je sais, ouais. Genre, où elle... Où elle se quoi 1984. Pas compris. Don't look up the Joker. Oh, C'est pareil. Très belle référence avec 1984. Alors l'utilisation de la géographie dans un récit national, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Comme Jean-Marc Morandini accusé de détournement de mineurs par exemple. C'est même un genre littéraire à part entière, la géographie nationale. Hein. On écrit des livres sur son pays pour dire comme quoi tout était prévu depuis le début quoi. C'est logique quand on arrive à ce pays, à cette histoire. Non mais regardez-moi ce relief. Il vous donne pas envie de manifester ce relief? Il vous donne pas envie de faire la grève? Baguette, avec fromage? Vous entendez le bruit de la scène là? Oh, elle a dit quoi là? Oh! Je crois qu'elle condamne pas les violences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la géographie c'est un élément à part entière du roman national et qu'elle est utilisée pour rationaliser l'esprit de ses habitants et le développement de sa civilisation à partir de la nature physique. C'est ce que fait Jules Michelet, l'inventeur du roman national français. Géographie, physique, politique et morale. Bon, lui son grand projet à Michelet, c'est de faire ressortir la personnalité de la France. Pas lui. Dans cette tâche, la géographie c'est un outil. Et un outil assez puissant parce qu'avec on peut justifier plein de trucs. Et puis comme c'est la nature, ça permet d'être fataliste. C'est un peu ce qu'on veut dans un récit national. Parce que dire qu'une nation c'est le produit du hasard, ça affaiblit son identité, son histoire. Ce fatalisme géographique on le trouve chez Michelet pour la France, mais aussi en Allemagne. Avec Friedrich Ratzel, non. politique si on peut dire. Oh non, pas Ratzel lui. qui va expliquer l'enjeu Oh qui non. structure l'histoire de Au l'Allemagne. secours. C'est quoi l'enjeu? Vous avez une idée? C'est les frontières trop petites de l'Allemagne. Bien sûr, l'espace vital. On est à place, n'est-ce pas? D'acquérir plus de territoire, d'acquérir un espace vital, ou comme on dit en allemand, un... Lebensraum. Oh, Quel est le problème? ah, c'est un petit peu... Un petit peu? Un peu nazi. Point Godwin, carrément. Ah, c'est littéralement ce que disait Hitler. Ah, non, c'est un copieur, lui. Il a pas de personnalité. Eh oh, mais stop là. Ah, je dis rien de problématique. C'est juste la sélection naturelle. Les races les plus fortes. Ah, mais ça fait 10 minutes qu'on nous dit de déconstruire la géographie. Ça suffit maintenant. On va parler un petit peu du milieu. Tout n'est pas social dans la vie. Il y a du biologique. L'être humain, c'est un animal. Et la géographie, c'est son milieu. Ouais. Ah, mais fais-moi confiance. Ce qui fait l'homme et ce qui fait donc la nation, c'est le milieu géographique. que Je je suis vais pas te le seul à bannir. y penser. Alors, que la géographie façonne que- la société, ou que la société façonne la géographie, dans tous les cas, l'élément actif qui permet de faire le lien, c'est l'être humain, avec un grand et accent circonflexe. Et alors, dans quelle mesure la géographie influence l'être humain? Montesquieu disait « Oh, les lois doivent être relatives au physique des pays. » Étant donné que... Ouais, en vrai. Hein? Non mais, en vrai. Les jeunes des pays du soleil. Oula, quoi? Bah, ils sont solaires, non? Ils aiment bien faire la sieste un peu, j'ai pas raison. Faire la sieste, t'as perdu la tête. Non mais c'est le climat chaud, ça rend lâche. Alors que le climat froid, ça rend... ça rend courageux, quoi, c'est comme ça. Mais t'es raciste ou t'es bourré, hein? Non mais les peuples du blizzard, ils sont rudes, ils sont solides. Un peu barbares, mais vaillants et courageux. Mais oui, Il a c'est vraiment dit ça, c'est ça le clair. problème. Mais voilà,
C'est logique, on a la mentalité de son climat, donc faut pas les Montesquieu Danois, a quoi. Un vraiment peuple du dit ça, désert, c'est ou un peuple de la plaine, un peuple de Alors l'eau. qu'il disait, Un peu comme dans alors qu'il Zelda, il fait ouais, partie du c'est la monde théorie lumière des qui est quand climats. même Oui. un On truc retrouve ça dans genre la Grèce liberté, antique et puis un peu dans la l'égalité. philosophie des Lumières. Oui. Et puis les peuples des îles et des montagnes, ils sont solitaires. Ils restent entre eux. Les peuples du littoral qui commercent, là, ils sont extravertis. Les paysans, ils sont bourrus et laborieux. Et les parigots, ils sont. Non mais tu vois, la géographie, le physique d'une nation, c'est le terreau de son Oula, identité de oula. chaque peuple et le produit de Oula. sa géographie, de son milieu, de son climat. C'est. T'aurais pas un peu beaucoup de clichés, toi, par hasard? Non mais pas du tout, mais moi je respecte. Hein. Non mais chez les gens des pays chauds, il y a une chaleur humaine qui se dégage, qui m'attire beaucoup. Ils ont un charme désuet et pittoresque. C'est vrai, c'est les pays pauvres. Hein. Ils ont tellement tout. Oui. Et en même temps, Ils ont tellement tellement rien. rien. Mais non mais c'est inverse. Hein. Alors ce qu'essaie de faire Montesquieu au milieu du XVIIIe siècle, c'est d'expliquer pourquoi il y a des différences entre les sociétés humaines. Avec Et les grandes c'est là migrations en qu'on parle de Amérique, Afrique, racisme. Asie, l'Europe découvre concrètement Déjà, un le monde dont elle Kratzev, avait on jusque-là n'était pas, vaguement entendu oula, parler. Elle on entre se en trouve. contact enfin Mais avec là, ces penseurs vont alors on attaque expliquer le la racisme, variété ça y de est. ces nouvelles Ça part. sociétés très différentes avec la variété des climats, des milieux quoi. Alors avec les penseurs des Lumières, la science veut se systématiser, elle veut tout expliquer et notamment expliquer l'homme et la nature. Et notamment expliquer l'homme dans sa variété en rapport avec la nature. Je pense à monsieur François Bernier ou Carl von Linné. Mais parlons ici de la discipline de l'histoire naturelle, avec des gens comme Georges-Louis Leclerc, dit Buffon, qui explique que c'est bel et bien le climat qui provoque des variations dans les populations humaines. Exact, si on est tous différents, c'est normal. Attends, je t'explique. L'être humain, à la base, il est blanc. T'as vu? Ah bon? Oula. Source? Crois-moi, mon bougre. Je sais Source, quoi faire. t'inquiète. Ouais, je vis quand même au 18e T'inquiète, siècle, hein. Allô? Bref, l'humain originel, il est blanc. Logique, parce qu'il vient du climat de base, quoi. Enfin, le climat normal. Tempéré. Européen. Oui, enfin, le climat parfait, quoi. Hein, le parfait pour se développer. Mais en fait, plus on s'éloigne du climat normal, en allant vers le nord, comme en Laponie, ou dans le chaud, zèrement en Afrique, bah là, tu vois, on prend la couleur. Et du coup, l'être humain devient complètement dégénéré. Hein? Dégénéré. Non. Comment ça? Mais si, en fonction du climat, du milieu, l'être humain subit de la dégénération, quoi. Mais n'écoutez pas les gens, c'est l'époque, il y a un contexte, qu'est-ce qu'il Bon, c'est scientifique pour le coup. Oui, ok, Buffon. Mais... Non, mais c'est son nom là. Bon, bref, c'est une idée qu'on retrouve chez les philosophes des Lumières. Cette idée que, bon, en fonction de la géographie, du climat, l'être humain se dégénère. Je dis Kant, par exemple, le grand cerveau de son époque, il dit Dans les pays chauds, les hommes mûrissent plus vite à tous égards et ils n'atteignent pas la perfection des zones tempérées. Ainsi, l'humanité atteint la plus grande Crois que quand t'as perfection un accent dans du la sud. race des Blancs. Les Indiens jaunes ont déjà moins de talent et les nègres... Oh, Ouais, chef, Au chef. 18e siècle, on est alors Déjà, à Indien l'apogée jaune. de la traite atlantique, l'esclavage des Noirs bat son plein en Amérique, et la variété des sociétés humaines Déjà, va Indien un jaune, peu c'est trop. se connecter On le en dit. l'inégalité Voilà, le des N-word, sociétés c'est- humaines. L'objet des discours, le C'est violent, contexte, quand même. c'est pas d'expliquer les variations de caractère, mais c'est aussi de trouver les fondements, les raisons de la domination des Européens de l'Ouest sur le reste du monde. On commence alors à catégoriser les humains. Avec Kant, qui a aussi fait d'autres choses dans sa vie. Ouais, un grand philosophe, mais bon, il fait aussi partie de ce mouvement-là, avec Blumenbach, qui va reprendre ses travaux sur les catégories des humains, catégories qu'on va appeler les races. Et progressivement, Yes, ces allez. catégories des races humaines vont être ordonnées en hiérarchie. C'est l'apparition du racisme. Et ça, c'est quand même très intéressant. Enfin, c'est ce que je veux dire. C'est que le racisme. Non, mais il faut relever. Le Il va y racisme. avoir un basculement du déterminisme climatique, un déterminisme racial lié à une interprétation du milieu géographique qui se fait en plusieurs là, étapes. Alors ça avec devient la sordide. théorie des climats, Là, Buffon, là, mon titre de Blumenbach, live. bon, encore ça Et- va, j'ai envie et de dire. légitime. Bon, il y a un peu des jugements de valeur quand même. On dit que le climat entre guillemets tempéré, ouest européen est le meilleur, mais on se dit aussi que si un type change de climat, bah il sera plus dégénéré pour alors exploiter son plein potentiel humain, être un vrai humain blanc finalement, donc parce que la météo est meilleure, donc t'as capté. Bref, la condition de entre guillemets dégénérer, elle est pas irréversible et elle permet de maintenir l'ensemble de l'humanité dans une même espèce qui partage un seul ancêtre commun, tout en justifiant l'inégalité de traitement qu'implique l'esclavage puis la colonisation. Et c'est par la suite que des théoriciens vont enfermer les individus dans des catégories raciales immuables et éternelles. Un grand livre
livre qui fait date dans le milieu du racisme, c'est celui-là, l'essai sur l'inégalité des races humaines, écrit par Arthur de Gobineau, le padre del racismo, où il explique que au début tout le monde est normal, blanc, européen, normal quoi, mais qu'ensuite là, grosse catastrophe climatique, d'isolation entre les groupes humains, qui à la base étaient pareils, mais là, du fait de ces nouvelles conditions, de ce nouveau milieu, ils deviennent tous très très différents, les races naissent de ces conditions géographiques extrêmes, et depuis, l'humanité est séparée en races, et là, on peut plus changer. Donc on a cette idée que la géographie, et notamment le climat, mais aussi un peu le relief, conditionne le faciès des êtres humains. Alors lui il dit que c'était dans le passé, t'inquiète, et ça permet de faire dire qu'aujourd'hui les différences sont actées, on peut plus rien y faire. Mais après Gobineau, d'autres vont poursuivre ses travaux, comme Monsieur Vacher de Lapouge, qui lui va expliquer que à chaque milieu, à chaque relief, sa race. Par exemple une race montagnarde, qui naît de la montagne, qui est adaptée à la montagne quoi, et qu'on va retrouver dans les régions de type montagne, comme par exemple le Tadjikistan, ou encore l'Auvergne, voilà. Sachant qu'à chaque race, ses caractéristiques, ses stats, ses spés, ses ultis, par exemple la race des montagnes, c'est une race d'esclaves, voilà. Tout simplement, c'est ce que dit Vacher de Lapouge. On embrasse Clermont-Ferrand, mais bon, désolé les gorons. Fallait vivre dans la plaine, quoi, comme tout le monde avec les Ubiens. Alors c'est très rigolo de lire les textes de l'époque, où on nous explique que par exemple, les grandes villes dolicocéphales, germaniques, supérieures, quoi, se font grand remplacer par ces barbares, lourdeaux, stupides et paresseux de brachycéphales des campagnes et des montagnes. Ici l'exemple de Montpellier. Parce que bien sûr, que remarque-t-on en regardant l'origine des pauvres, mendiants, paresseux, assistés, délinquants et criminels qui peuplent nos prisons? Eh bien sûr, c'est ni la pauvreté ni la marginalisation, c'est ces migrants de brachycéphales. Origine du délinquant, point d'interrogation? Lozère et Aveyron, comme par hasard. C'est toujours les mêmes, Vous êtes en train de me dire que quelle que soit l'époque, on exclut les classes pauvres non intégrées en créant des catégories raciales afin de figer et de naturaliser les hiérarchies de classe? Oh, je le dirais pas comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, vous venez d'halluciner. Européens et Homo alpinus. Enfin bref, tout ce que ces théories relèvent, c'est l'influence du milieu et la pression sélective qu'exerce le milieu, non pas tant sur l'organisation des sociétés, mais ici carrément sur l'être humain, quoi, pris comme un animal, et comme pour les animaux, bon voilà, des petites catégories de race, quoi. C'est ce que les naturalistes et biologistes de l'époque expliquent, La grenouille, elle est adaptée au marais, le lion à la savane, le dromadaire au désert, le pareil-goût, pas pareil. Enfin bref, ce que les naturalistes essaient d'expliciter, c'est vraiment cette pression qu'exerce le milieu sur l'être humain, individu ou population. Mais alors, l'humain n'est-il qu'un animal comme les autres qui ne peut pas s'émanciper de son milieu? Les sociétés industrielles européennes qu'ont produit ces théoriciens, c'est bien pourtant des sociétés qui ont réussi à dompter leur environnement. On va s'en extraire de leur environnement pour le maîtriser. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? À ce propos, justement, Ratzel, il disait... Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il y a différents types de peuples. Faux. Si, il y en a deux. Comme les deux ans de sursis Non, rien. Bon, d'abord, il y a les Naturvölker, les peuples de la nature, les sauvages, quoi. Ils sont des peuples condamnés par leur milieu à ne pas progresser, c'est un peu des animaux. Et puis il y a les Kulturvölker, les peuples des cultures, ceux qui se sont développés sur des territoires riches sans contraintes géographiques, et qui sont donc des peuples supérieurs. Je pense par exemple à la race allemande. Oh non, je recommence, stop. Bon, en gros, la pression du milieu, c'est que pour les inférieurs, quoi. Alors que les autres, il n'y a pas de pression, c'est normal, ils sont pleinement humains, c'est l'idée. Par contre, Gobineau ou Vacher de Lapouge, Ratzel explique ça par la racialisation, l'autre possibilité étant que c'est pas une question de race, c'est une question de développement. Tout ce qu'on aurait tendance à dire aujourd'hui. Bon bref, toutes ces théories, on en pense quoi? Est-ce qu'il y a un petit fond de vérité? Désolant. Bullshit total. C'est désolant. Bon alors, si expliquer l'histoire des nations par une lecture raciale a été abandonné, parce que ça fonctionne pas très bien en vrai, la science a progressé depuis, désolé, mais bon, est-ce que ce serait pas quand même un peu tout s'adapter au milieu dans lequel ont grandi nos ancêtres? Là où le soleil tape fort, les autochtones ils ont la peau bronzée, foncée, avec plus de mélanine, c'est ça qui permet de se protéger des rayons du soleil. Et à l'inverse, là où il y a moins de soleil, la peau, il y a moins de mélanine, donc elle est plus pâle. Et en échange, le corps il produit plus rapidement de la vitamine D. L'adaptation à l'environnement, c'est ce que nous explique la théorie de l'évolution de Charles Darwin, non? La famosa sélection naturelle. En gros, seuls les individus les plus adaptés à leur milieu parviendraient à survivre, et donc à se reproduire, et donc à transmettre leurs caractéristiques à leurs descendants. Et du coup, on devrait tous être parfaitement adaptés à notre environnement de base, donc bel et bien prisonniers de notre géographie. Alors on fera pas de cours de biologie, mais rappelons que la société et les normes sociales interviennent aussi dans la sélection. Sélection des partenaires sexuels notamment. Avoir les yeux bleus, les cheveux roux, ça a un peu rien à voir avec le milieu, ça se transmet par sélection sexuelle, par préférence esthétique. Et puis
Puis à côté de ça, bah, le milieu il change, et l'être humain aussi il change de milieu, parce qu'il migre, hein, il change de place, et aussi parce qu'il transforme son milieu par le travail. Donc l'humain est aussi biologiquement un sujet social et historique, et ça dès les premières étapes de la vie. Quand un bébé vient au monde, est-il adapté à son environnement ? Pas du tout. Non. Il est nul. Sans défense, on peut le tuer tellement facilement. Croyez-moi, non mais vraiment, c'est tellement facile. Quand pour survivre, se perpétuer. Attends, ça doit veut dire quelque protéger chose, le ça. bébé. Contrairement à d'autres bébés animaux, et quand ils naissent, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Ou alors ils meurent comme des têtards. Mais bon, l'humain a un rythme de ponte qui ne permet pas la production de masse des bébés à une échelle industrielle pour le moment. Donc le bébé humain doit être protégé, et pas que par sa mère, hein, parce qu'elle vient d'accoucher, elle peut pas se battre, hein, la gonze. Comment elle fait contre les mammouths, les lions, les T-Rex? Bah elle peut pas. La grosse nulle. Et le petit avec les deux parents, avec le papa, ça suffit pas à l'élever le petit, à le protéger. Non, non, si l'être humain vit de sa naissance à sa mort, et car il est pris dans des rapports sociaux, c'est parce que c'est un animal social qui vit dans une société. Et cette Qui vit dans une société, saucisse, bien elle sûr. On vit contribue à dans le une forger saucisse. en réalité encore plus que le milieu. Correct, Les ouais. milieux dans lesquels on vit aujourd'hui, ils ont été façonnés par 5000 ans de civilisation. Une civilisation qui soigne Oh, les malades. Olivier Véran. Aujourd'hui, même si, Ah on, est, enfin, si on a des handicaps sévères, Ah, on Screamer peut transmettre Darmanin. ces gènes. Hein. Ah là là. Bon, et en fait, c'est même pas nouveau, la médecine existe depuis très longtemps. C'est presque consubstantiel à l'être humain en fait. En mode, ça va avec, tu sais. Enfin, du coup, c'est peut-être plus intéressant de se demander si la géographie L'école façonne baptême de l'histoire Raphaël, et la bien sûr. société, plutôt que la biologie de l'individu. Alors gouverne-t-on différemment en fonction du climat? La culture dépend-elle du relief? Screamer Trump. Les rapports sociaux Et, des bien reptiles, sûr, de la la chute fertilité des des champs? Bon, c'est notre dernière partie, hein. Après ça viendra le temps de la réponse définitive. Regardez ces magnifiques cartes de l'Alabama aux États-Unis. Vous voyez que là où des sédiments se sont accumulés il y a des millions d'années, eh ben les sols sont plus fertiles. Ce qui explique à la fois la taille oui. des fermes dans la région, mais aussi la démographie. Puisqu'étant donné que c'était là où la terre donnait plus de rendement, c'est aussi là que les esclaves ont été déportés. Et oui. Une proportion plus importante de Noirs américains dans cette zone et donc meilleur résultat pour le Parti démocrate à l'élection présidentielle CQFD. Le sol explique à la fois l'économie, la démographie et la politique. Cette thèse existe et elle est étayée dans des ouvrages. Je vous présente par exemple le tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, fameuse étude de monsieur André Siegfried. Et si on ouvre ce livre, on y trouve des liens de corrélation entre la géologie française et les résultats des votes aux élections. Genre là, le sol c'est surtout du granit. Et bah, comme tout le monde le sait, le granit, c'est de droite. Regardez comment il est guindé ce gars. Ça c'est bien quelqu'un qui va libéraliser les pensions de retraite, ça, Et je oui. reconnais. Enfin bon, donc Et les oui, gens c'est- qui vivent ça sur se un sol voit. granitique, eh ben, ils votent Ça, pour ça les se partis voit qu'Edwin de Le droite. Pen dans ce bloc de Par granit. contre, si le sol c'est du calcaire, oh bah là c'est pas du tout la même chose mon ami. Ah non, le calcaire c'est de gauche camarade. Ouais, viva la calcarification. Ça c'est de la roche déconstruite ça. Quoi? Ça te plaît pas Et l'explication oui, en il y, vrai? a- il y a du Staline dans Qu'est-ce ce que tu bloc de connais la calcaire. politique toi? C'est bien de mentalité de roche plutonique ça. Moi j'ai pas été élevé au carbonifère ma gueule. Me prends pas pour un basalté. Non mais en vrai il y a une argumentation derrière hein. La Vendée, bon, c'est du granit. Et pour cultiver sur du sol granitique, eh bien, il faut des grandes exploitations. Donc on a des grands propriétaires et des villages espacés et éloignés les uns des autres. Donc, Alors que capitalisme. là où il y a plus de calcaire, plus de rendement au sol, donc les propriétés sont plus petites, plus de villes et tout, tissu social plus resserré. Or, dans les campagnes reculées, isolées de granit, eh bien, le noble et le curé ont plus d'influence sur le paysan. Alors que dans les bourgs, sur le calcaire, il y a plus d'instituteurs républicains, d'artisans, des gens contre les privilèges, les nobles, l'église, plus pour l'égalité et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Donc dans le nos deux calcaire, exemples, c'est pas les cailloux qui votent, l'histoire est pas incrustée dans la roche, il y a un facteur humain. Mais ce qu'il y a à relever, c'est Le cette calcaire, c'est idée des que co- ce qui les explique gens la qui vivent sur des société, ses calcaires, vous êtes populations, ses régimes de communistes. propriété, ses Les idées gens qui politiques. vivent Ce qui explique tout ça, sous le c'est granit, la vous êtes géologie, fascistes. c'est ça, la géographie. Hein. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il y a des exceptions, des migrations. On reste ici sur de la généralisation parce que, bah oui, il y a des gens qui vivent sur du calcaire et qui sont très sincèrement de La droite. jeunesse. J'en suis presque persuadé. Oui, les amis, au-delà des clichés, on peut être de Bonjour. gauche et vivre sur du granit. Bordel. Fuck le déterminisme. Let's go. Oh non. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que oui, l'être humain construit sa J'ai cru- société, j'ai cru que mais c'était- que lorsqu'il j'ai- le j'ai fait, cru que il c'était peut pas François aller Bayrou. contre les conditions matérielles de base de Mon son Dieu. milieu. Il peut faire ce Bien qu'il sûr. veut, il peut tenter de cultiver tel truc de telle manière sur tel sol, mais la géographie lui rappellera que c'est pas toi qui décide. Et finalement, il sera obligé de faire avec elle et de s'adapter. Donc la géographie physique conduit la géographie humaine. C'est logique.
Le premier truc à faire dans la vie, c'est... Non, c'est manger, miam. Et puis produire Oui. des trucs de base, quoi, des moyens de subsistance. Donc de l'Alabama à la Vendée, à partout en fait. Et les sociétés vont s'organiser pour produire ses biens, ses manger, ses moyens de subsistance, avec la force de travail, les outils, et Très beau puis la tableau. nature. Avec tout ça, on Qui organise est une présent. société, on répartit Ouais, les quand je rôles, on regarde fait en des ce moment, hiérarchies. ça s'appelle Cette manière Fate, d'organiser la Pokémon, je sais pas société si à vous partir connaissez. de la nécessité de Ça, produire d'où des vient ce trucs faux, pour d'ailleurs répondre à ses besoins de base, Ce faux. ça s'appelle un mode de production. En gros, hein. Et l'histoire des différents modes de production, ça a été analysé notamment par deux gars, Karl Marx et son Ah. Friedrich Engels senpai. Alors à partir de ces idées, Ouais. ils vont essayer d'expliquer ce qu'on appelle à l'époque le despotisme oriental. En gros, pourquoi les Chinois et les Arabes ils adorent les dictatures. Et puisque pour comprendre une société, il faut Attends, s'intéresser au mode c'est de Marx production qui a dit ça d'où elle émerge et aux conditions C'est matérielles dingue. premières de la zone, et ben marrant. Engels va Mais c'est un être peu vrai. D'où vient-il que les Orientaux n'en soient pas arrivés à la propriété foncière, même féodale? À mon avis, la raison principale en est le climat, en liaison avec les conditions du sol. Ah, je spécialement m'attendais les pas grands à ce que espaces désertiques. Engels ou Marx L'irrigation disent artificielle ça. constitue la première Putain. condition de l'agriculture, Putain. et ceci est l'affaire des communes, des provinces ou du gouvernement central. Bon, vous voyez, l'organisation Central. politique, les Ça, c'est pas le institutions, capital. les régimes de Même le propriété, Marx. tout ça Je sais est pas en vous fait dire. relatif à un mode de production on peut particulier lire le qui se développe de là où le Marx. climat et le sol obligent les humains à faire de l'agriculture par irrigation. Marx appellera ce mode de production le mode de production asiatique, qu'on retrouve donc pas que en Asie, dans plusieurs endroits. Et dans la lignée Oui. de Marx et Engels, d'autres historiens vont approfondir le sujet de ces sociétés d'irrigation qui naissent sur un certain sol dans un certain climat. Je pense ici à un certain... Appelle-moi Wittfogel, Karl Wittfogel. Je connais pas. Quoi? Mais si, le fameux Karl Wittfogel, né en 96, enfant d'Allemagne à Woltersdorf. Oula, quoi? Oh, sombre, quoi? Bon bref, moi ce que je dis, c'est que dans les vallées inondables de la Chine, dans les climats semi-arides de l'Égypte, là où il y a effectivement besoin de faire de l'irrigation, dans ce que j'appelle une société hydraulique, eh bien se développent des organisations de pouvoir de type agro-managérial. Ouais. En réalité, les conditions font qu'il faut une administration centralisée, avec une classe de gérants, de fonctionnaires pour encadrer cette société hydraulique, nécessitant des dispositifs complexes de gestion de l'irrigation, d'où un autoritarisme caractéristique qui a profondément forgé les cultures locales, toujours très respectueuses de l'autorité, de l'état, de la hiérarchie, hein, comme chacun sait. Du coup... En fonction de la géographie, des problèmes que pose le relief, le milieu, l'accès aux ressources fondamentales comme l'eau et la nécessité de produire des biens, bref, par le mode de production, eh bien, les humains sont contraints de façonner leurs institutions à l'image de leurs conditions matérielles, géographiques. Vous voyez? Ouais. Ouais, non, J'ai rien je vois l'angle. Attends. C'est comment vous appelez, vous, Miko? Karl Wittfogel. Ah oui, rien à voir avec la butte. Hein? Bref. Bon, l'idée c'est que l'être humain s'organise Ah, collectivement mon Dieu. pour assurer sa survie et que eh bien, la forme que va prendre comprendre cette la blague. organisation collective dépend des contraintes de l'endroit où on est. En tant qu'humain, bon, on a tous les mêmes besoins, on est pareil, mais nos géographies ont pas toutes les mêmes problèmes. Alors en fonction des problèmes du milieu, on va trouver Pourquoi des on dirait solutions Minecraft, différentes hein, et dans adaptées cette à l'endroit vidéo où on se trouve. Il y a une petite liberté, tout n'est pas déterminé mécaniquement. C'est pas parce que deux sociétés vivent sur du calcaire ou doivent faire de l'irrigation qu'elles seront identiques, parce que le hasard, les formes culturelles et les choix collectifs produisent des sociétés différentes, mais on se retrouve quand même dans un monde où il y a des limites naturelles dans notre milieu géographique, dans notre sol, et on peut pas les outrepasser, on peut pas les nier ces limites. On est obligé de faire avec, sinon c'est pas possible, on peut plus produire nos manger, nos moyens de subsistance, sinon on meurt. On peut pas rendre les sols magiquement fertiles n'importe où pour nourrir tout le monde. C'est pas possible. C'est ce que disait cet économiste anglais, qui s'appelle Thomas Malthus. D'accord. Bon alors, monsieur Malthus, vous vous dites qu'il faut faire attention à la surpopulation, parce que tu me si on dis fait trop économiste d'enfants, anglais, j'ai le pensé milieu à Adam géographique Smith. pourra pas supporter, on pourra plus les nourrir. Hein. C'est la première personne s'il y a que trop j'ai d'enfants, pensé, c'est des enfants Adam pauvres, hein. Smith. Le grand problème, c'est les Putain. pauvres. Ils se reproduisent comme des lapins. Faut arrêter ça. D'accord. Les pauvres de merde. Ce que vous dites, c'est que une société vit dans un milieu géographique et que ce milieu a un seuil de saturation. Il y a une population maximale, quoi. C'est maxé. Oui, voilà, on peut pas nourrir tout le monde. Hein. Les ressources, elles sont limitées en fait, ok? Et Il y a un potentiel écologique à ne pas dépasser, sinon on sature l'écosystème. Vous voyez ce que je veux dire? allez, plus la population augmente, plus ça crée une Je vois pression pas- sur le je milieu vois pas, monsieur géographique. Malthus. Et donc, plus de moyens de subsistance pour tout le monde. Voilà, très bien, t'as compris, bravo. Oui. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut limiter la natalité. Sinon,
on va surcharger le milieu, Oui. parce qu'on outrepasse les limites naturelles. Oui, voilà, faut réduire la natalité. Ah non, j'insiste par contre, c'est la natalité des pauvres. D'accord, je le répète. Hein. Parce qu'il faut vraiment préciser, c'est le problème de pauvres. Oui, j'ai compris. Les pauvres, arrête Faut de faire des enfants, ok? buter Sinon, les je vais pauvres. arrêter moi-même. Par des politiques de prévention avant tout, hein. Sinon, on les tue. De l'incitatif. Tuer les pauvres. Il y en a beaucoup, hein. Oui, Éduquer, il faut soins, buter les contraception. Ou les tuer. C'est pour le bien commun. Stérilisation de tous les pauvres, je pense. C'est général. C'est pour buter les rien que je dis pauvres. ça. Butons les pauvres. Bon, C'est la une blague, réalité hein. des pauvres, Malthus, c'est sa marotte. Hein. C'est son combat à lui, son péché mignon Florent-Michon. Faut dire qu'à son époque, c'est la transition démographique, donc la mortalité infantile, et ben malheureusement, elle a beaucoup baissé. Donc il y a beaucoup de petits prolétaires mal éduqués. C'est l'âge industriel capitaliste, parti à la conquête du monde, qui très domestique la belle rêve, nature. là, Donc sur on des passe, films, les temps c'est ça modernes, qui nous bien sûr. intéresse, de la pression du milieu Bien sûr, à bien la sûr. pression sur le milieu. L'homme devient proprement le maître de la Mon tableau nature, préféré. qui domestique son milieu. David et maintenant, Friedrich. c'est lui qui décide. Et ça change beaucoup de choses. On met l'idée de côté. Bon, en géographie, l'université française a déjà produit une réflexion là-dessus, qui se veut une réponse à un déterminisme trop déterministe, trop fataliste, trop mécanique, trop automatique. Plutôt que déterminisme, il faudrait dire le Possibilisme. Ce qui veut dire que dans la géographie, il n'y a pas un destin déterminé, mais il y a plein de possibilités de société, d'institutions, de politiques à faire. Et après, c'est à l'humain de faire des choix, de construire sa société lui-même. Comme on l'a dit plus tôt. C'est lui qui construit de la grande propriété terrienne sur du sol granitique. C'est lui qui organise un état administratif, bureaucratico-centralisé, Chine, ça. despotico-irrigationniste dans des sociétés hydrauliques. C'est lui qui fait des enfants, surcharge le milieu et puis fait des politiques de réduction de la Ça, je natalité. connais, ça, Le c'est la sujet actif, l'acteur dans cette affaire, Mon Dieu, c'est pas la géographie, c'est l'humain qui c'est la s'approprie. champagne. Et avec le possibilité, on réintègre l'humain dans l'équation. Alors le possibilité, Ça, c'est le Pérou. qu'on utilise pour parler Ça, je de la reconnais. démarche du big boss de la géographie universitaire française, Seguin. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Émile succinctement Levasseur. Paul, Merci. Marie, Bah, Joseph, faut choisir Vidal, le nom de famille. de la Blache. Paul, Vital Marie, de la Joseph Blache, Vidal mais de la oui. Blache. Mais vous, Paul, quand vous est venu le goût de la géographie? Au moment où c'était Oh, quand j'étais la plus rêve jeune, le cœur de technique, l'objet, le du what nerf, the de la moelle, cat. du sel, du Et vous, fruit, Paul, du cœur, Quand de vous l'objet, est de venu la le réflexion. goût de la mer? C'est-à-dire qu'en interrogeant l'idiosyncrasie paradigmatique de la contingence des modes de groupement sociaux originairement sortis de la collaboration de la nature et des hommes, plaît-il, j'ai voulu étudier l'émancipation de l'anthropos, homo sapiens, de l'influence immédiate du milieu wékelien, par voie de conséquence directe, Mais oui, c'est clair. que le sujet, Mais oui, non c'est pas clair. total, mais bien Mais oui, c'est maîtrisé clair. dans l'espace réussi, non d'un seul coup, mais par une transmission héréditaire de procédés d'invention, à l'aide de matériaux et d'éléments pris dans la nature ambiante, a constitué, dirais-je, quelque chose de méthodique. Non mais stop. Oh, mais rallumez les lumières déjà là. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Moi aussi je peux dire des mots compliqués. Alors tu réexpliques, s'il te plaît, mais normalement, en mode relax. Soit. Moi, ce que je dis, c'est que les humains organisent un genre de vie à partir d'un milieu, où l'homme garde une certaine liberté, parce qu'il s'approprie différemment son milieu. L'homme a toujours construit, modifié, il crée des outils. C'est un gars comme ça, l'homme, hein. Vous le connaissez aussi bien que moi. Hein. Il s'approprie. Oui, la nature propose et l'homme dispose. Il n'y a pas de fatalité dans le relief. Le paysage ne contient pas en soi des institutions et des caractères. Mais non, tout ça c'est l'homme qui pioche, qui arrange, qui organise parmi les différents possibles qu'offre le milieu. Tu veux dire que la nature propose et que l'homme dispose, si je puis reformuler un petit peu. Et voilà, c'est littéralement ce que j'ai dit en fait. Pas du tout, menteur. Bref, avec Vidal et son possibilisme, on a un compromis. L'humain s'adapte à son milieu et il le transforme. C'est pas les sociétés hydrauliques sont condamnées à être autoritaires et bureaucratiques. C'est pas si on est trop nombreux, on sature notre milieu et on meurt. Non, on peut très bien développer des technologies pour mieux exploiter le sol et nourrir plus de monde. On peut développer des technologies pour faciliter les systèmes d'approvisionnement en eau. Parce que, on l'a déjà fait en fait. C'est très bien de vouloir comprendre les choses d'un point de vue matérialiste, en partant des conditions matérielles concrètes comme le climat, l'accès à l'eau, la fertilité du sol. Capitalisme. C'est très bien le matérialisme géographique, on va dire. Mais c'est pas la géographie qui construit la société, c'est les humains, c'est des Oui, l'image sujets de Mars. collectifs, historiques. Et quand ils travaillent, J'ai ils compris. transforment leur environnement, et la géographie, ils la changent. Ils changent leur société. Ça s'appelle l'histoire.
et la géographie ne fait pas l'histoire, elle n'est pas autonome. Avec que pour le Marie-Joseph Vidal de la Blache, on peut réintroduire Paul l'humain à Marie-Joseph l'histoire, Vidal de tout en la- restant matérialiste, Plus long, le donc en nom, partant surtout. des conditions matérielles de la société et pas des idées. Alors maintenant, quel est le rapport entre l'humain et la géographie, et comment l'histoire appréhende la Oh, géographie? le dictateur de Bon, bah, Chaplin. pour répondre, faut revenir un tout petit peu en arrière, quand on parlait de géopolitique de Grande-Bretagne et de politique de sa géographie. En 1890, l'amiral états-unien Alfred Mahan, on va dire Mahan, écrit ce bouquin, puis celui-là. Mahan, on dit que c'est un peu le premier des géopoliticiens et des géostratèges. Et il a développé l'idée que, eh bien, dans la vie, il y a deux différents types de puissances. Les puissances terrestres et les puissances maritimes. Globalement, on vit dans Pokémon, Ruby et Saphir, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il y aurait des acteurs géopolitiques terrestres J'ai et des pas- acteurs j'ai pas géopolitiques forcément la réponse, maritimes, parce que je les sais pas deux Pokémon. entrant en contradiction et Ok. en rivalité. Alors lui, dans ses écrits, il oppose la France de Louis XIV à Napoléon, plutôt terrestre, européenne, et joue Groudon, quoi. Et de l'autre côté, la rivale, l'Angleterre, bah, elle joue Kyogre, elle a mauvais goût, la perfide. Donc, puissance maritime, océanique, en fait, commerciale. Alors les Kyogres et les Groudons, on en retrouve tout au long de l'histoire. Sparte contre Athènes, la Perse contre la Grèce, Rome contre Carthage, les États-Unis contre l'Union soviétique, qui a passé sa sauvegarde à la Chine aujourd'hui. La terre contre la mer, c'est l'antagonisme bien imagé qui reste dans les mémoires. Alors est-ce que c'est pertinent pour autant? Moyen, mais c'est pas la question. Ce qui veut expliquer de base le Mahan, c'est la réussite de l'Angleterre, première puissance mondiale à son époque, et d'après lui, le succès anglais repose sur l'expansion outre-mer, la flotte, la marine, les points de passage stratégiques, oui. Gibraltar, le Cap, Suez, son empire lié par la mer qui connecte toutes les parties du monde. Bon, c'est Britannia, on a déjà vu ça. Mais la raison de ce succès anglo-bif, c'est d'avoir su empêcher l'émergence d'une puissance terrestre apte à rivaliser avec elle, en l'occurrence la France. La France, elle a fait une grosse erreur. Elle a pas su choisir entre son désir d'expansion coloniale maritime et son rêve d'empire continental européen. Le manque de strat, quoi. Et l'équilibre pas ses types et elle regarde pas Fildrong, c'est zéro, quoi. Le twist, le thing que tu need to know, c'est que les leaders doivent avoir une vision géopolitique stratégique Cet accent, il est- cohérente Il et est constante. magnifique. Yes, Your Highness. Master Ball. Non, Pardon. Donc, l'Angleterre avait une vraie vision. yes, c'est pas vrai de dire que l'empire maritime c'était son destin. Non, c'était sa stratégie. C'est pas la même chose. Genre, elle aurait pu prendre Pokémon Ruby. Yes, elle aurait pu faire la stratégie terrestre et la France aurait pu faire la stratégie maritime. On n'est pas condamné à faire l'un ou l'autre par la géographie. Faut juste rester cohérent dans son choice. Mais le Royaume-Uni, c'est des îles, alors que la France, c'est vraiment sur le continent, donc Et alors, Japan. Japon. Yes, tu as bien vu qu'il est passé de terrestre, je reste dans mon coin, dans mes montagnes, à maritime, j'en fais de l'empire pour faire de l'expansion. Ouais, La Chine du 15e. le 13e, tu veux dire. Non, le 15e siècle. Ah. Au 15e siècle, la Chine, eh ben, elle a une grande marine, des bateaux pour les types d'expansion, d'exploration, de commerce maritime. Mais entre-temps, changement de dynastie et elle redevient terrestre. Sa géographie, c'est la même. Mais dans sa géographie, elle avait les deux possibilités. L'empire terrestre et la façade maritime. Ouais, elle peut Maintenant, elle est choisir, devenue beaucoup possible plus égoïsme. maritime. Yes, Vu tout que le la monde peut stratégie avoir de ses connecteur. moments cœur et ses moments meurs. La géographie, ça peut faciliter telle ou telle choice, hein, mais on reste fucking libre, ok? Après, on peut dire que les Anglais, ils avaient des prédispositions quand même, 13 du peut-être. coup. C'est pas aussi clair que ça. Pendant la Moyen-Âge, le guerre de 100 ans, l'Angleterre, c'est une puissance terrestre. Ses ambitions, elles sont continentales. Mais c'est après avoir été vaincue qu'elle va se concentrer sur le maritime, progressivement. Et c'est ça qui va la faire triompher. Pour moi, effectivement, le géographie. Je vois. c'est Mais pas bon, tu veux forcément, prouver quoi? Qu'il faut bien choisir sa filière Parcoursup. No, en réalité, que l'important c'est le leadership. Le leadership qui va pousser à l'innovation dans le bon domaine et l'investissement dans les bonnes technologies adaptées à la filière. Ok? Ok, Moi, mon pays, tu sais c'est quoi? ouais, Les United States ouais, of America. ouais, Fuck! ouais, Yeah! ouais, Et j'ai un objectif. ouais, Tu sais c'est quoi? ouais, non. C'est de convaincre mes dirigeants de faire la politique maritime comme l'Angleterre pour devenir la première puissance mondiale. Ah ah, Et pour ça, j'ai une méthode très simple. c'est quoi? Vous me faites confiance? Ouais. Moi, je suis amiral, d'accord? Je sais ce que je fais. Je sais comment construire la flotte maritime. Il va Je suis un réussir, expert. parce Je que fais actuellement, conférences les TEDx. États-Unis, Donc, afin de bénéficier de ma formation en ligne ou en présentiel, vous pouvez faire appel à mes conseils et profiter dès maintenant d'une offre exceptionnelle. Tu veux des financements? Oui?
C'est pour la nation, ok? En 1898, l'US Navy comptait 5 cuirassés. En 1900, elle devenait la 3e marine du monde. En 1908, la 2e. Mais attends, je crois que là, c'est la première. Là, c'est la première. Donc, Alors, la limite de la pensée de Mahan, c'est le volontarisme. Genre croire que finalement, c'est qu'une question de volonté, de acquis des rois, de comme on veut, on peut. Ce qui est très shonen ou très Macron, comme vous voulez, mais ce n'est pas une question de volonté. Le Tadjikistan, il peut vouloir très très fort devenir le roi des pirates de l'océan Pacifique. Allez mon gros doudou, hein, tu vas... Hein, en fait, dans la vie, il y a le réel, tu vois. Et là, il te dit non. Mais là où la pensée de Mahan peut nous faire progresser, c'est sur cette notion de changement, sur cette dimension historique du rapport d'une société à sa géographie. Comme l'Angleterre, terrestre puis maritime en fonction du moment historique, on n'a pas de tout temps le même usage de sa géographie. Au Moyen-Âge féodal, l'économie, donc la société tourne plutôt autour de la terre. Le plus riche, c'est celui qui a le plus de terre pour cultiver du blé et nourrir des hommes qui vont faire grossir les rangs de l'armée, créer du surplus. Donc oui, on veut de la terre. Miam, la terre. Mais avec l'ère moderne vient le développement de l'économie, du commerce, du libre-échange, de l'industrie, et alors là, le riche, le puissant, c'est pas tant celui qui produit, c'est celui qui achète et qui revend le long des routes commerciales. Tout de suite, dans cette région du monde, à ce moment historique, l'aventure maritime devient plus intéressante qu'avant. Tu captes l'idée, quoi. 1890 aux États-Unis, c'est aussi l'année qui marque la fin de la conquête de l'Ouest. L'Amérique du Nord, c'était à la base une vaste étendue coloniale à exploiter, bien sûr, qu'il fallait dompter en allant vers l'Ouest. Mais une fois ceci fait, le pays est devenu une bonne grosse puissance industrielle avec des marchandises en trop à vendre à l'étranger pour préserver sa croissance, de l'argent et des capitaux de côté qu'il faut investir ailleurs que dans le pays. La dynamique de développement n'est plus la même, d'où un appel à l'ouverture et la multiplication des opérations à l'extérieur du gros bloc de terre états-unien et donc développement du maritime. On change pas de politique parce que oh bah voilà, aujourd'hui j'ai mes fins d'humeur marine, n'est-ce pas? Non, c'est des politiques qui sont réalisables, pertinentes que dans un certain moment historique, dans une certaine région, et puis il y a des politiques qui sont carrément envisageables que dans un certain moment historique aussi. Bonne chance pour tracer l'Atlantique en mode Christophe Colomb selon cet itinéraire avec des bateaux du Moyen-Âge, parce que vous allez juste mourir en fait. Faut au moins des caravelles pour faire le trajet avec des bonnes grosses coques, des bonnes voiles, et des instruments pour se repérer, des sextants, des boussoles. Tout ça, ça arrive pas avant le 15e siècle. Et c'est à partir du moment où vous avez des bateaux océaniques que l'océan, qui était un gouffre insondable, devient une autoroute. Et alors là, vous avez plus le même rapport à la géographie, comme dirait l'autre. La géographie en elle-même, elle n'a pas changé. C'est le même océan, mais votre manière d'interagir avec est plus la même. Le problème d'essentialiser la géographie pour en faire une force surhumaine et extérieure, indépendante de l'histoire, qui s'imposerait à nous et qu'on sera obligé de se caler à son rythme, c'est le problème sur lequel je conclurai avec 2 derniers exemples, le Bangladesh et la Révolution française. 2 trucs qui n'ont rien à voir. Ah bah oui. 12 novembre 1970, un cyclone tropical déferle sur le golfe du Bengale. Ses vents tapent à plus de 200 km/h. La plus cataclysmique des catastrophes naturelles se dirige à toute vitesse vers la côte la plus peuplée du monde. Le cyclone s'appelle Bola. Et Bola a une destination, la province du Pakistan oriental, cette terre où on parle Bangla, le Bangladesh. Quand le cyclone frappe, il ravage tout et détruit tout. Pendant des heures, il se déchaîne et lorsqu'au 13 il se retire, le premier rayon de soleil qui perce les nuages irradie le plus gros charnier que n'a jamais abandonné un cyclone de toute l'histoire écrite de l'humanité. En quelques heures, un demi-million d'âmes ont été retirées à la terre. Et après le sang viennent les larmes, car le Pakistan oriental est ravagé et l'économie de la province détruite. Elle est tellement détruite qu'à peine 4 mois plus tard, la population ulcérée et appauvrie révolte. C'est la guerre civile qui débouchera sur l'indépendance. Le monde compte un nouveau pays, le Bangladesh. Si Bola nous avait épargné sa présence, le Bangladesh n'existerait pas, et ses habitants couleraient de jours heureux auprès de leur patrie originelle, le Pakistan. « 188 ans plus tôt, en Islande, le Laki éructait. Plus de 100 cratères volcaniques venaient d'apparaître sur l'île,
Une gigantesque fissure de 40 km déchire alors le sol et la lave commence à en gicler. L'éruption va durer 50 jours. Catastrophique, de monstrueux nuages sulfuriques s'échappent de l'île, les moutons périssent par dizaines de milliers et un cinquième de la population islandaise rejoindra leurs cadavres pour la famine qui s'ensuit. Et très vite, les nuages se précipitent vers l'Europe. Le climat se tord, les températures chutent et la conséquence Est-ce que tombe. c'est L'hiver est l'hiver de rigoureusement 1812. froid. Au 1er février 1784, Dommage. la Seine est entièrement gelée. Et quand vient le dégel, des inondations géantes détruisent toutes les récoltes. Disette, famine et pénurie. Dans les campagnes on meurt et dans les villes, le pain vient à manquer. Alerte, le peuple commence à gronder. En 89, l'histoire lui fourche. C'est la Révolution française. Ah, si seulement les vents d'Europe repoussèrent les nuages du Laki vers le nord, nous n'en serions pas là. Ou si, en fait. Raconté comme ça, on y croirait, non? Vous savez, le déterminisme géographique, en vrai, ça existe vraiment presque que sur Internet. Ça fait des vidéos faciles après, on n'a pas trop à réfléchir. Un coup c'est le climat, un coup le relief, un coup les ressources, la position ou les catastrophes naturelles. Et ça fait longtemps que les géographes sont passés à autre chose. On est à l'ère de la modernité techno-industrielle, de la mondialisation. Qu'est-ce que vous allez dire qu'on est prisonnier de sa géographie à Dubaï ou Las Vegas, franchement? Bon, alors j'adorerais développer sur l'épistémologie de la discipline et ses enjeux contemporains en faisant un réact à cette passionnante conférence. En partant sur le réchauffement climatique qui réinvestit la pression du milieu, du climat, des ressources, sauf que c'est pas la cause humaine. Et ça change tout. Et il y aurait beaucoup de choses à dire parce que si on meurt, c'est pas d'une météorite lointaine comme ces gros nulos de dinosaures. Nous, on est des boss, on se débrouille tout seul. Ça, c'est beaucoup mieux. Mais je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue, donc on verra plus tard. Mais pour y revenir, ce sur quoi on termine ici cette vidéo réponse à ce qui se fait sur le net à l'accoutumée, c'est les catastrophes naturelles, justement. Parce que les catastrophes naturelles, c'est l'avatar final de la contrainte géographique, étant donné que le séisme, le typhon, l'éruption volcanique, on peut rien faire contre eux. C'est la détermination, la toute détermination des déterminations déterminantes. Parce que c'est dévastateur, ça s'impose à nous, on est juste obligé de subir, quoi, et de se réorganiser, parce que ça fait trembler jusqu'aux fondations les plus profondes de notre société. Ça paraît évident que, au moins, en face d'un tsunami géant qui débarque à toute allure, malgré 5000 ans de civilisation, on reste irrévocablement les petits soumis de la géographie. Mais genre, les Bangladais avaient pas déjà leur culture à part qui les distinguait des autres Pakistanais, leur parti indépendantiste, leur plan de sécession. Genre, la société dans ces régimes en France était pas déjà complètement en crise économique et politique, et remise en question de tous les côtés, bloquée dans ses institutions. La société bangladaise de 71 et la société française de 89, c'est des sociétés sous tension, malaxées par des contradictions internes, qui un choc extérieur, comme un cyclone ou un volcan. Peut-être que oui, en partie, ça provoque des trucs, mais les grands vents n'emportent pas toutes les régions vers l'indépendance. Faut déjà être indépendantiste de base. Et les hivers froids, les mauvaises récoltes, ça met à bas que des régimes déjà très fragiles. Le choc extérieur, exogène, peut venir accélérer l'histoire, et il ne la produit pas. Non, la Révolution française n'est pas un événement climatique. Quand même, imagine. Ce livre-là, je trouve que c'est pas forcément la géographie et l'éruption du Laki qu'a fait. Les Parisiens ont pris la Bastille. Et que et une révolution. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. Cette perturbation qui ondule, comme on dit en langage météo, ça veut dire qu'elle stagne. Demain matin, elle aura un peu progressé. Sachez que si elle amène des pluies, c'est bon à prendre. Hein. C'est toujours déficitaire d'un point de vue de la sécheresse portée par... Oh, c'est bon, c'est fini. C'était pour couvrir plusieurs pistes de réflexion, quoi. Ouais. Donc pour résumer, le Chili est un homme soja déconstruit, tous les penseurs allemands sont racistes, Montpellier c'est des esclaves gorons, et les Anglais jouent à Pokémon Saphir. Et le granit, c'est de droite aussi. On vit dans une société Le granit, c'est de où droite. on peut tuer les bébés. Les pauvres de préférence, mais petite caricature. Bon, on est d'abord parti du déterminisme géographique, du relief, des ressources et du climat en montrant ses limites, avec l'exemple de l'Éthiopie, du Mali, du Japon. Donc on s'est demandé
demandé si le problème c'était pas d'adapter la politique à la géographie, mais avec le Sénégal on a bien vu que c'était plus compliqué que ça. Et le Chili nous a rappelé qu'on a parfois tendance à considérer comme objectivement géographique des trucs qui sont des constructions humaines, socio-historiques, et puis que c'est parfois la politique qui adapte la géographie pour servir ses intérêts, dans le cadre de l'élaboration d'une identité nationale, comme Jules Michelet, ou dans le cadre de justifier son expansionnisme avec Friedrich Ratzel. Et c'est ce genre d'instrumentalisation qui nous conduit à tous ces discours qu'on tentait de développer une science de l'homme à partir de la géographie. Tu peux commencer mollo avec Montesquieu qui explique que le caractère, les peuples et les lois dérivent du climat. Mais dans un versant plus scientifique, on part sur l'histoire naturelle avec des gens comme Buffon qui essaie d'expliquer comment la géographie façonne les êtres humains, dont les hommes. De là plus qu'à franchir la barrière de la race avec Kant ou d'autres. Et on retrouve des idées qui montrent que les peuples sont façonnés par la géographie, comme disent Gobineau et Lapouge, qui débouchent sur le racisme, le racialisme. Quand on s'est posé la question de savoir si c'était pertinent ou pas, parce que l'espèce humaine c'est aussi une espèce qui s'émancipe de son milieu, c'est même ça qui fait l'humain, c'est que c'est un être social qui se construit dans la société, et pas un simple animal enfermé dans son milieu. Alors du coup on s'est demandé si la géographie faisait plutôt la société, à partir du sol et de ce qu'on construit comme structure pour l'exploiter, à partir du mode de production, de comment on produit, on reproduit des moyens de subsistance et des rapports sociaux, des états pour survivre, à partir des contraintes de notre géographie, comme l'eau, ou à partir des limites écologiques auxquelles on vient à buter quand on se développe, comme dirait Malthus, mais tout en comprenant que de toute façon, toutes les racines de la société sont pas géographiques, on a des proprement humaines. L'humain s'approprie sa géographie, la dompte, il fait pas face de la même manière nu, avec un silex, un marteau ou une tronçonneuse. Faut comprendre ça, et ça, bah, c'est l'histoire. Tu veux pas faire des shorts plutôt là? C'est qui tu me rappelles? Qui? Un pays. Hein? Mal placé hein, comme toi, il était juste en dessous du plus gros empire du monde. Éloigné des routes commerciales. Alors c'était pas montagne désert lui, c'était montagne jungle tropicale, ce qui est mieux, pas mieux en vrai, un bonus tempête tropicale, typhon, enfin condamné par sa géographie comme toi. Bah il était pas en guerre civile lui. Oh si, en guerre civile, pas civile et tout. Il y a une bonne période, hein. Seconde guerre mondiale, guerre d'indépendance contre la France, into intervention américaine, partition du pays, guerre le guerre civile, Vietnam. en bombardement intensif, re-guerre chez le voisin, puis contre la Chine, guerre permanente, pareil. Ah ouais, bah voilà, ça montre bien que la géographie l'a aussi condamné. Ouais, bah du coup c'est ce qu'on disait, hein, comme pour toi. Parce que le seul truc qui pouvait expliquer cette constance dans le désespoir, bah, c'était sa géographie, puisque la politique, les leaders, l'économie, les machins, bah, ils changeaient, enfin ça avait pas l'air d'être ça, donc... C'était qui? Le Vietnam. Bah il est pas en guerre. Ah, il est plus en guerre, ouais, il s'est stabilisé, réunifié, développé, et depuis, eh bah, plus personne a dit qu'il était prisonnier de sa géographie, hein, donc... Ouais, ça fait réfléchir. C'est quoi? Ouais. Peur, et hop, non, en vrai mon petit bonhomme, hein, la vraie prison mon gars, c'est dans la tête. On n'est jamais condamné par sa géographie. Ah, bah ça me rassure, j'écoute depuis tout à l'heure et ça me faisait stresser pour mon cas. Mais bon, si c'est que dans la tête. Alors... C'est marrant ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Les 30 minutes qui restent. On s'arrête là? De toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Du coup, je pense que je vais peut-être vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Chez Orxane. Live 24 heures. Bonne chance à elle, hein, d'ailleurs. La salue. Du coup, je pense que je vais vous faire un petit raid. Et de chez elle. Si j'y arrive, parce que chaque fois... À chaque fois, ça tourne mal. Donc voilà. C'est fini. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Attendez, je vous mets de la musique pour la fin. Au revoir. Bisous.
toujours là, je suis toujours là pour vous accompagner sur cette fin de stream en attendant que le raid commence. Et oui. Ce stream d'1h30, c'est long 1h30. Je suis en train de me réfléchir, mais c'est long 1h30. C'est le temps pour lancer un raid est aussi très très long. Et- Allez, bisous, bisous les gens.